Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Jules Torres qui est là jusqu'à 20h. Bonsoir Jules, bonsoir, journaliste Pierre, bonsoir politique au JDD. Nous avons un écrivain parmi nous. Il est avocat, écrivain, Gilles William Goldnadel. Bonsoir. Vol au-dessus d'un nid de cocu. Oui. Voilà, dernier livre chez Fayard, vous m'excuserez. Je l'ai reçu cet après-midi, donc ça sera ma lecture. Mais ça va pas être facile. C'est une fois par an chez vous en plus le pardon et c'est passé, je crois. Ce n'est pas le pardon très chrétien, je le confirme. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. Est-ce que vous avez obtenu ce que vous vouliez dans le budget ? On sait que chaque ministre a une enveloppe qui est de plus en plus réduite. Tout à l'heure, Jean-Louis Borloo disait chez Laurence Ferrari sur Europe 1 et sur CNews, la France a plus de thunes. Est-ce que vous avez des thunes pour votre ministère ? Oui. Suffisamment ? J'en ai beaucoup. Suffisamment, j'en aurai jamais suffisamment pour le handicap et pour l'autonomie, parce qu'il y a énormément de besoins et d'enjeux, mais j'en ai beaucoup. C'est-à-dire que, alors que vous avez une contrainte budgétaire qui est forte et des baisses de budget dans beaucoup de ministères, sur le champ notamment du handicap, on a une progression, et sur le champ de l'autonomie aussi, de façon globale, on va dépenser 1,5 milliard supplémentaire pour accompagner les besoins des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Ça veut dire que, par exemple, vous savez qu'on a besoin de réponses pour les personnes en situation de handicap, on a besoin de réponses pour les enfants, pour l'école, on a besoin de les accompagner aussi dans des IME ou dans d'autres solutions. Oui, les instituts médico-éducatifs, c'est-à-dire les instituts qui s'occupent d'enfants en situation de handicap, et d'autres réponses qui viennent aider pour l'école inclusive. On a besoin de solutions aussi pour des jeunes adultes, et tout ça, c'est prévu dans le budget. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de continuer à financer ce qui existe, on va continuer à créer des nouvelles solutions. Ça, c'était un engagement fort du président de la République en 2023. Donc ça veut dire qu'il y a 50 000 solutions supplémentaires. On en fait 15 000 en 2025 et on va continuer en 2026. Ça veut dire qu'il y a quand même des domaines auxquels on ne touche pas. Ça touche effectivement Absolument. Les personnes en situation de handicap, Oui. Malgré une situation budgétaire extrêmement contrainte, avec un exécutif dont vous faites partie qui dit taxe Zuckman, même allégée, pas possible. Oui. Vous Il y a confirmez ? vraiment ces engagements-là. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est noir sur blanc dans le budget. Il y a une progression de ces budgets. On investit aussi dans l'habitat partagé. On investit dans des solutions aussi pour les personnes âgées par ce biais-là. Les besoins, ils sont très importants. Et donc, on fait des choix politiques, en fait. Ça veut dire que pour faire de ne pas reculer sur les besoins des personnes vulnérables. Ça veut dire que pour faire un raccourci journalistique, parce que vous allez m'accuser de ça, on n'a pas besoin d'aller taxer les ultra-riches pour financer le handicap. C'est-à-dire que dans le budget qui est proposé par le gouvernement, on continue d'investir, comme on le fait d'ailleurs pour la défense, comme on le fait pour la justice, pour l'intérieur. Ce sont des choix politiques qui sont faits. Et évidemment, ça veut dire que par ailleurs, il y a des choix de réduction aussi de dépenses que vous connaissez. Jules Torres pour le JDD. Oui, Madame la Ministre, est-ce que pour améliorer la situation des personnes en situation de handicap en France, vous avez besoin d'une grande loi, d'une petite loi ou de budget ? Est-ce que par ailleurs vous avez une loi à nous annoncer ? Est-ce que vous avez une latitude sur ce que vous allez faire dans la prochaine année pour améliorer la situation de nos concitoyens en situation de handicap ? Aujourd'hui, on a surtout besoin de budget. C'est pour ça qu'on fait cette démarche de continuer à investir pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Je peux redéployer ce qu'on expliquait sur l'école inclusive, par exemple. On a besoin encore de recruter des AESH et c'est ce qu'on fait dans ce budget, par exemple. Donc c'est pas tant une loi. Par contre, on a besoin d'une loi pour améliorer la situation de toutes les démarches administratives qui sont extrêmement lourdes et sur lesquelles j'ai mené un gros travail pour repérer ce qui doit évoluer. Il y a des choses qui peuvent être changées tout de suite, il y en a d'autres qui peuvent être faites par voie réglementaire et d'autres qui nécessitent un véhicule législatif aussi pour mieux protéger les droits des personnes en situation de handicap. Et en fait, avant que le gouvernement Bayrou tombe, moi j'étais déjà au gouvernement et avec les parlementaires de tous bords, on a commencé à travailler sur un projet de loi transpartisan qui embarque tous ces sujets de façon ce qui est logique en fait pour cette matière-là. Oui, absolument. Gilles William Goldnadel. Est-ce que, Madame la Ministre, vous partagez mon point de vue, alors qu'effectivement, pour les handicapés, ce devrait être sanctuarisé, mais que nous avons un besoin existentiel d'économie compte tenu de la faillite financière,
de justement devoir faire des économies pour les assistés professionnels, pour les immigrés clandestins, pour les intermittents du spectacle, pour tous ceux qu'on assiste et qu'on ne devrait pas assister? Alors, Charlotte je Parmentier ne Lecoq. dirais certainement pas de cette façon, et je suis pas dans une logique d'identifier des coupables. La logique, c'est quoi? C'est de dire que, et là je vais reprendre un peu ma casquette horizon, de quoi on a besoin dans notre pays? On a besoin de travailler plus, d'avoir plus d'activités, plus de croissance. Nous, c'est vraiment par ce biais-là qu'on pense que notre pays peut avancer. Donc ça veut dire que, un, faut protéger l'outil de production, faut aider nos entreprises, et on a toujours été en phase avec les politiques qui ont été portées jusque-là. Et puis deux, faut faire aussi attention à la manière dont on dépense l'argent. Faire des choix pour les personnes en situation de handicap, c'est juste et c'est légitime qu'on le fasse. Ensuite, ce qui est important, c'est d'encourager au travail, et on le fait avec différents outils. On a passé d'ailleurs la loi plein emploi il y a 2 ans, qui demande un engagement, par exemple des bénéficiaires du RSA, à avoir une activité dans leur semaine qui leur mettent le pied à l'étrier. On est plutôt dans une logique, voilà. Qu'est-ce que vous pensez justement, si vous êtes pour justement ces mesures en faveur du travail, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de Pierre Gattaz, ancien patron du MEDEF, qui dans un livre dit il faut sortir des 35 heures. Lui il dit il faut remettre la France à 40 heures. 40 heures, ça dégagerait 120 milliards, 60 pour l'État et 60, donc qui pourrait vous servir notamment pour les personnes handicapées auxquelles on pense tous ce soir. Et 60 pour les ménages directement. Est-ce qu'on peut sortir de ce carcan des 35 heures, ou est-ce que on part du principe aujourd'hui, Charlotte Parmentier Lecoq, que c'est un droit acquis auquel on peut absolument pas toucher? Moi, je crois que dans la situation où est notre pays, travailler plus collectivement et travailler plus dans notre vie, et c'est pour ça d'ailleurs que Horizon a soutenu la réforme des retraites et ne soutient pas sa suspension. C'est une nécessité. Donc, il n'y a aucune fermeture au débat. Et d'ailleurs, les députés Horizon proposent d'augmenter le temps de travail de 35 heures à 36 heures. Ils proposent ça dans le PLFSS. C'est à eux de la présenter, de la défendre, cette mesure, mais ça pose le débat. Ils y parviendront de travailler davantage. Le débat parlementaire est compliqué. Vous y assistez, vous êtes de temps en temps sur les bancs. Mais ce qui est intéressant, c'est de poser le débat. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le passage aux 35 heures à l'époque où j'étais consultante et j'accompagnais les entreprises qui passaient dans cette étape. Je crois sur le temps de travail, il n'y a pas de recette magique. Diminuer le temps de travail et dire que comme ça, on va mieux partager le temps de travail et que tout le monde va plus travailler est faux. Et factuellement, on a vu l'impact des 35 heures et il a été, je pense, très nocif pour notre pays. Augmenter le passage à 40 heures, ça veut dire aussi réorganiser le travail dans l'entreprise. Il faut que le travail paye. Ça veut dire aussi que la masse salariale augmente. Donc moi, je crois que c'est plutôt un sujet à mettre dans les mains des partenaires sociaux. C'est aussi important que les entreprises puissent elles-mêmes driver. Que la masse salariale augmente. Si on passe à 40 heures, on n'est pas obligé d'augmenter la masse salariale. 40 heures payées 35 heures, ça me paraît compliqué. En tout cas, ce ne serait pas ce qu'on soutiendrait. Si vous passez de 35 à 40 heures, vous bossez 5 heures de plus dans la semaine, donc vous êtes payé plus. Bien sûr. Donc, ça fait une hausse de la masse salariale. Si vous parlez de la masse salariale dans ce sens-là, j'entends bien. Je pensais que vous vouliez dire qu'il y avait plus de personnes dans les entreprises. Solution magique qui se contreplaque comme ça dans une entreprise. Une entreprise, elle vit, elle a des projets, il faut qu'elle puisse prendre les compétences aussi dont elle a besoin, qu'elle fasse grandir les compétences. Donc tout ça, je pense, beaucoup dans le dialogue social que ça doit s'apporter. Mais notre leitmotiv, c'est clair que on doit tous collectivement travailler. On ne peut pas imaginer un pays où on partage plus de richesses si on ne crée pas plus de valeur. Charlotte Parmentier Lecoq est notre invitée sur Europe 1. On revient dans un instant, à tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Jules Torres, Gilles-William Goldnadel et la ministre chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, Charlotte Parmentier Lecoq. Comment est-ce que vous vivez les débats à l'Assemblée en ce moment sur le budget? Alors évidemment, ils sont extrêmement compliqués. Si on schématise un peu les choses, on est dans la même situation finalement qu'en début d'année, quand il fallait remettre l'ouvrage sur le métier et donner un budget à la France. Et moi qui suis chez Horizon, je reprends complètement ce leitmotiv qui est extrêmement important. On doit vraiment doter la France d'un budget et d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors,
vous avez des positions différentes. Il y a deux extrêmes, le RN et LFI, qui ne sont pas dans cette version-là, puisqu'ils sont plutôt dans une version de s'opposer à tout et de ne rien voter. Et puis vous avez un peu tout le reste qui essaye d'avancer et de trouver des compromis. Le RN, ils disent plutôt qu'en dernière sort, on peut reconduire le budget de l'année en cours. Bon, voilà, c'est pas exactement pareil. Ça coûte beaucoup plus cher de faire ça, et ça permet pas de faire des choix. C'est-à-dire que vous subissez des hausses sur certains champs, et sans pouvoir aller plus haut sur des réformes des retraites, certains. Ça coûte de l'argent aussi, Madame la Ministre. Ah bien sûr, bien évidemment. Alors c'est là le prix du compromis. En fait, on est dans une situation où il faut que tout le monde fasse des compromis. Moi, je suis chez Horizon. Horizon ne souhaite pas valider cette suspension de la réforme des retraites. Horizon fait des concessions, des compromis, mais ne souhaite pas qu'on aille jusqu'à... la compromission, comme dirait Monsieur Le Cornu. Ouais, c'est ça. Alors chacun place le curseur en fonction de son niveau. Donc ça peut pas être un budget qui soit évidemment celui que Horizon aurait choisi, mais ça peut pas non plus être le budget qu'aurait choisi le Parti socialiste. 34 Il y a 34 députés aujourd'hui, et puis il y a aussi un groupe au Sénat. Oui, et 69 socialistes qui, on a l'impression, mènent le jeu pour l'instant. Encore, jusqu'à quand, on ne sait pas, parce que pour l'instant, ils sont pas très contents des derniers arbitrages gouvernementaux. Non, mais justement, la question que je voulais vous poser, c'est que vous êtes plutôt une femme du centre droit, qui ne voulait pas de hausse d'impôts, de taxes, et la probabilité la plus probable, si je puis dire, c'est qu'à la fin de l'année, on ait le budget le plus socialiste depuis François Mitterrand. S'il était adopté comme cela. C'est pas la voie que prend, ce que prône d'ailleurs le Premier ministre. Ce que dit le Premier ministre, c'est qu'il faut faire des concessions, mais des deux côtés, de tous les côtés d'ailleurs. Ce que dit Horizon, c'est qu'Horizon est prêt à faire certaines concessions aussi. Il le fait d'ailleurs, mais pas surtout, les concessions à gauche, pas sur la suspension de la réforme des retraites. Pas non plus sur cette taxe Zuckman. En fait, on ne veut pas toucher à l'outil de production, on ne veut pas taper sur les entreprises, parce que taper sur les entreprises, ça a un impact immédiat ensuite sur la croissance. Voilà. Donc il faut que tout le monde essaye d'être le plus raisonnable possible. Ensuite, on peut être optimiste en se disant finalement on a réussi. Pour 2025, on a réussi à doter notre pays d'un budget. Gilles William, peut-être qu'on peut réussir encore, et je l'espère, pour 2026, parce que dans tous les cas, ce sera plus efficace et moins coûteux pour notre pays que de partir à volo avec pas de budget ou une loi spéciale. Maître Goldnadel. Et comme il semble qu'il y ait un grand danger de partir à volo, est-ce qu'au fond de vous n'en voulez pas à l'auteur de la dissolution qui nous a amenés à cela? Le rire n'est pas une réponse. Non, j'en veux pas au président de la République. Après, c'est sûr que ça a été une décision très difficile à vivre pour les parlementaires, enfin pour les députés en l'occurrence. Je suis pas là pour parler de mes états d'âme. Hein. Vous êtes assez mal à l'aise sur ce sujet. Non, mais je trouve que la situation, oui, mais vous l'êtes. Non, mais la situation, elle appelle à ce que on soit pas chacun dans le psychodrame. Enfin, je veux dire, le problème, c'est pas nos états d'âme personnels. Le problème, c'est qu'il y a une situation qui est celle qu'elle est, une assemblée qui est totalement morcelée. Chacun doit faire un pas vers l'autre. Si tout le monde dit moi je reste campé sur mes positions, vous voyez bien qu'on est immédiatement bloqué. Mais vous voyez qu'on est quand même qui en subit les conséquences, c'est notre pays. Donc on est contraint, si on regarde comme boussole, l'intérêt général de notre pays, on est contraint. Donc ça veut dire qu'il faut accepter des mesures qui nous font pas plaisir, mais pas forcément toutes les mesures qui nous font pas plaisir. Donc ça veut dire que Horizon, par exemple, ne soutiendra pas un budget socialiste, mais le gouvernement n'est pas en voie d'aller vers un budget socialiste. Oui, et ensuite, il y a quand même un point extrêmement important, c'est que c'est au Parlement de décider. Rappelez-vous aussi ce qu'a dit le Premier ministre. Il a dit quoi? Il a dit je propose, le gouvernement propose un budget avec une trajectoire de réduction des déficits et avec des baisses de budget assumées. Ensuite, on débat. On explique pourquoi, etc. Et ensuite, les parlementaires votent. Et l'Assemblée nationale est telle que 149.3, voilà, c'est le poids politique. Mais il n'y a pas que l'Assemblée nationale, après il y a le Sénat, et après ça se termine en CMP, et la commission mixte paritaire, et après, effectivement, on aura le résultat. Donc, ça se termine pas sans budget. Donc ça se termine parfois, et oui, Jules Torres a raison de le dire. Il n'y aura pas de budget. Il peut très bien ne pas y avoir de budget. Mais bien sûr, la voie de passage, elle est extrêmement étroite. Est-ce qu'il faut quand même tout tenter pour trouver la voie de passage?
davantage. Je dis pas qu'il faut pas tenter, mais vous comprenez que les Français, allez, c'est trop dur, je laisse tomber. Non, on peut pas le faire. Moi, je vais vous donner. Nous, on essaye d'expliquer les choses aux gens, et c'est la raison pour laquelle on invite des représentants dont vous faites partie. Oui. Mais qu'est-ce que les gens peuvent comprendre quand on leur dit qu'il y a un tel parti qui n'est pas d'accord avec un tel parti, qu'on forme une coalition où personne n'est d'accord, où il y en a un qui dit je menace de censure, l'autre qui dit mais on peut pas aller dans les compromissions. On est au mieux dans une pièce de théâtre et au pire dans un foutoir épouvantable dans lesquels les gens qui ont voté pour vous tous, les représentants d'une démocratie représentative, se disent mais oulala, qu'est-ce qui va nous arriver ? C'est pour ça que j'essaie de donner un décryptage de façon simple. On n'est pas dans une situation binaire où on a une majorité et une opposition. On est dans une situation où il n'y a pas de majorité. Et on peut être parfois dans l'opposition, parfois en soutien du gouvernement en fonction de ce qui est proposé. Donc évidemment que la situation, il n'y a pas de majorité, on décide de ne pas faire de 49.3. Hyper compliquée. Et évidemment que ça va être très laborieux de parvenir à ce budget. Oui. Mais est-ce qu'il faut essayer ou pas ? Moi, ma conviction, et celle d'Édouard Philippe, celle d'Horizon, c'est de dire oui, il faut qu'on tente. Il faut qu'on tente absolument l'opération. Moi, si je vous parle des personnes handicapées, on en a parlé. Si je n'ai pas de budget, si j'ai pas de loi de financement de la sécurité sociale, c'est très bien de dire ça, en effet. Très concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Les solutions supplémentaires dont je vous ai parlé, je ne les ai pas. Ouais. Donc oui, la loi spéciale, c'est super, elle va continuer de financer ce qui existe. Mais là, je ne pourrais pas mettre l'argent là, ni sur l'habitat partagé, ni sur tous les investissements de transformation, de réponse qu'on est en train de créer. Parlons de Paris. Vous qui êtes Horizon, vous l'avez répété, je crois, à peu près 15 fois depuis que vous êtes là. Je vous en veux pas d'ailleurs. Pourquoi diable catapulter Pierre-Yves Bournazel à la mairie de Paris en court-circuitant Rachida Dati ? C'est quand même le meilleur moyen de conserver la gauche au pouvoir à Paris. S'il y a une déperdition. Pierre-Yves Bournazel est quand même pas nouveau dans le paysage. Il n'a pas la notoriété. J'ai rien contre Monsieur Bournazel. Il n'est pas du tout nouveau. D'ailleurs, il était déjà plusieurs fois candidat sur la ligne de départ. Non, mais on s'était mis d'accord sur un nom. Il a un programme à proposer. Oui. Il est en train de le bâtir. Donc, il a toute la légitimité pour se présenter. Pourquoi est-ce qu'il devrait ne pas se présenter ? Parce qu'il y avait un deal sur un nom. Plus il avance, plus il est connu. Non, mais là, moi, je suis pas Renaissance. Le deal, il était avec Renaissance. Pierre-Yves Bournazel a été présenté par Horizon déjà depuis un moment. Personne ne se parle dans le bloc central ? Oui, mais vous voyez bien que les municipales, c'est quand même des arithmétiques vraiment particulières sur chaque. Non, moi, je suis une nordiste, je suis une ch'ti, moi. Bon. Je n'habite pas Paris. Donc, finalement, quand vous êtes dans la capitale, est-ce que vous êtes contente de la façon dont la capitale fonctionne ? Et moi, je ne vis pas, on peut pas dire que je vis dans la capitale, je suis dans mon ministère, dans le 7e, entre le ministère, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, avec des facilités de circulation. Connaître Paris. Voilà. Donc... Mais je sais que Pierre-Yves Bournazel est un élu qui connaît très bien Paris, qui aime sa ville. Les Parisiens... Et qui, non, mais enfin... plus il avance, plus agglomère de soutien autour de lui. Responsable de cette situation. Très sincèrement. Ah, l'avocat que vous êtes. Oui, je plaiderai les circonstances atténuantes. Courage fouillé, monsieur Torres. Si je suis votre raisonnement, personne ne se présente nulle part au motif qu'il n'est pas connu au départ ou pas assez. Alors moi, je subis chaque jour la politique socialiste de Madame Hidalgo. Ouais. Mais donc c'est vrai que Bournazel ne fait pas la politique ne propose pas la politique de Madame Hidalgo, mais loin de là. Il m'a semblé, je me trompe peut-être, que la principale favorite, en tout cas pour la mairie de Paris, c'était quand même Madame Dati, que la candidature de témoignage de Monsieur Bournazel ne me paraît pas prioritaire si l'objectif c'est de rendre Paris à la droite, ce qui n'est pas le cas depuis 2001. Je pense que l'objectif de Pierre-Yves Bournazel, surtout qu'elle aura besoin d'un premier adjoint. Une proposition d'un projet pour Paris qui devrait vous plaire parce que c'est un projet qui prévoit aussi de répondre aux problématiques que rencontrent les Parisiens aussi aujourd'hui en termes de mobilité, en termes de sécurité, en termes de propreté aussi et bien d'autres choses. Je ne peux pas défendre le programme aussi bien que Pierre-Yves Bournazel. Mais je pense que c'est quand même important de pouvoir apporter une offre quand on est politique. Est-ce qu'on n'a pas le droit de présenter une offre politique ? Mais vous ne m'avez pas répondu sur un point. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça...
que ça court-circuite l'offre, j'allais dire, de droite ou de je vais pas centre-droit faire par rapport à la gauche? des commentaires sur les calculs tactiques, politiques. Ça existe pourtant. Depuis déjà plusieurs mois, j'ai participé d'ailleurs à ce lancement. Depuis plusieurs mois, Pierre-Yves Bournazel se lance et propose, et d'ailleurs il progresse autour de lui. De plus en plus de personnes se rassemblent. Je vois que Un mouvement. Renaissance, a priori, va le faire, et je trouve que c'est Un très bien. élan. Merci beaucoup, Charlotte Parmentier, Merci à Lecoq, vous. d'avoir été avec nous.